La présentation est en deux parties. La première partie, ça apporte une vision un peu générale. Et puis la seconde partie, on est à la DSI, donc ça va être un tout petit peu plus technique. On va faire un petit peu de cryptographie, et puis ça nous permettra de comprendre les mécanismes en jeu dans le protocole. Alors comment est-ce qu'on peut définir le Bitcoin? Et la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est une définition proposée par Google. Le Bitcoin est un réseau de paiement et une nouvelle forme de monnaie qui utilise le peer-to-peer pour opérer sans autorité centrale. Ça, c'est vraiment important. Et sans banque. Et dans la gestion des transactions et l'émission de nouveaux bitcoins sont des opérations réalisées collectivement par le réseau. Alors, quelques propriétés importantes. Les transactions en bitcoin sont irréversibles. Et la masse monétaire totale de bitcoin sera toujours inférieure à 21 millions. Je vous ai mis en bleu le nombre de bitcoins en circulation. Alors aujourd'hui, on est en 2015, on voit qu'il y a environ 14 millions de bitcoins en circulation. Donc il en reste encore un tiers, environ 7 millions qui seront créés entre maintenant et puis théoriquement des centaines d'années. Donc l'émission est en fait divisée par 2 tous les 4 ans. Alors comment est-ce que ça a débuté? En novembre 2008, quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto a publié un livre blanc qui explique en fait les idées qu'il avait pour lancer sa monnaie décentralisée. Je vous ai mis le lien. C'est un document qui est assez court et puis qui est intéressant, mais il est en anglais. Et puis quelques mois après, il a mis en production son logiciel et puis il l'a rendu open source. Donc c'est plus qu'un logiciel, hein, c'est un protocole sur lequel on va pouvoir construire des applications. C'est codé en C++ et puis à l'époque il y avait 12 000 lignes de code. Et puis en 2010, il a disparu de la circulation, il a juste dit qu'il était passé à autre chose. Aujourd'hui, on n'a pas identifié cette personne. Ce qu'on peut noter, si on se replace juste dans le contexte, en novembre 2008, on était en pleine crise financière. Et ce projet, c'est un projet qui est politique. Il vise à proposer une alternative au système financier actuel, et ça va encore plus loin. Ce qu'il propose, c'est de remplacer les banques centrales et toutes les monnaies nationales. C'est un projet très 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 ambitieux. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques graphes qui s'étalent de janvier 2009 jusqu'à aujourd'hui. Et puis le premier graphe, c'est la valeur d'un bitcoin. Et puis la première chose qui frappe, c'est on constate l'énorme bulle spéculative qu'il y a eu en décembre 2013 et puis qui n'a manifestement pas fini de se dégonfler. Mais ce graphe ne montre pas un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Je vais prendre juste le même graphe, mais on passe en échelle logarithmique. Donc entre chaque ligne, on a un facteur 10. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que l'histoire de Bitcoin est peuplée de bulles spéculatives, la plus importante ayant eu lieu en 2011, où la valeur d'un Bitcoin a été multipliée par 50 en l'espace de quelques mois. Et puis je vous ai mis le premier point, donc ça c'est moi qui l'ai rajouté manuellement. Ça correspond à la première transaction Bitcoin
qui a eu lieu. Ça a eu lieu en mai 2010. Et puis en fait, c'est une pizza qui a été achetée pour 10 000 bitcoins. Ce qui donne une valeur à cette époque de 0,1 centime pour un bitcoin. Donc ce qu'il faut retenir de ce graphe, c'est que le cours de bitcoin est extrêmement volatile. Le graphe suivant, ça représente un peu l'activité du réseau. C'est le nombre de transactions Bitcoin qui a lieu chaque jour. Aujourd'hui, on est à environ 100 000 transactions par jour. Ça reste très faible par rapport aux acteurs principaux du secteur. À titre de comparaison, Western Union, c'est 600 000 transactions par jour, donc c'est 6 fois plus. Mais c'est un nombre qui augmente de manière plutôt linéaire. Maintenant, si on s'intéresse aux capitalisations boursières, et puis là c'est vraiment frappant, on voit que Bitcoin c'est un microbe, on n'arrive même pas à le voir sur le graphe. Aujourd'hui, Bitcoin pèse 3 milliards de dollars. Et on peut le comparer par exemple au dinar algérien. Le graphe suivant est un graphe qui est intéressant, je trouve, parce qu'il montre une tendance récente. C'est les investissements qui ont lieu dans l'écosystème Bitcoin. Concrètement, c'est des fonds d'investissement qui investissent dans des startups qui produisent des services et qui construisent des applications sur le protocole. Et on voit que l'augmentation, que les investissements, ils ont vraiment débuté en 2013, ils ont été triplés en 2014. Et puis si on extrapole avec les données du premier trimestre 2015, on pourrait presque atteindre le milliard d'investissements cette année, si la tendance se confirme. Alors j'en ai fini avec les graphes et je passe maintenant, je vais juste présenter un slide rapide sur les crypto-monnaies. On a vu que le protocole Bitcoin était open source. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe qui peut aller l'examiner, le copier et le modifier. Puis logiquement, ça a donné naissance à une multitude de clones. Aujourd'hui, on en compte plus de 500, 600 peut-être. La plupart sont des copies ou juste des paramètres du protocole ont été modifiés. Et puis il y en a certains aussi qui apportent des idées intéressantes. Si ça vous intéresse, on pourra en discuter volontiers lors des questions-réponses. Alors, qu'est-ce que Bitcoin apporte et comment est-ce qu'on peut le comparer au système financier actuel? Et quand on s'intéresse à leur modèle de sécurité, donc entre le système financier actuel et Bitcoin, on constate qu'ils sont très très différents. Aujourd'hui, le système financier a un modèle de sécurité qui est centralisé et qui est fondé sur la confiance, ce qui l'expose à des risques systémiques. Depuis 1970, on a eu 10 crises systémiques, donc ça fait une crise tous les 4 ans. Ce qui a un coût pour la société, et ce qui explique pourquoi est-ce que le secteur bancaire est très très réglementé, parce qu'on doit les surveiller, les auditer en permanence. La sécurité de Bitcoin, elle est décentralisée et elle repose sur les utilisateurs finaux. C'est les utilisateurs finaux qui ont la responsabilité de protéger leurs clés privées. Puis on va voir dans quelques slides à quoi correspond la clé privée. Donc il n'y a pas de risque systémique
chez Bitcoin. Bitcoin, ça peut aussi permettre de réduire les frais financiers. Quand on regarde les transactions par carte bancaire, c'est pas forcément visible pour les consommateurs, mais les marchands payent des frais qui sont assez significatifs, de l'ordre de 3%. Puis quand on fait des transferts internationaux, les multinationales et les migrants, eux, ils payent des frais qui peuvent être vraiment considérables selon le pays auquel ils envoient l'argent. Bitcoin ne connaît pas les frontières, il n'y a pas d'intermédiaire. Aujourd'hui, les transactions ont un prix quand même. Il faut payer entre 3 et 5 centimes si on veut que la transaction soit confirmée rapidement. C'est son prix de quoi ? De dollars. Aujourd'hui, on estime que la moitié de la population mondiale adulte ne possède pas de compte bancaire parce qu'ils ne sont pas rentables. Donc Bitcoin pourrait par exemple leur être utile. Ils ont juste besoin d'une connexion Internet. Ça, c'est la réserve. Bitcoin, c'est aussi une monnaie entre guillemets programmable qui permet le transfert de valeur de machine à machine. Et puis si on a l'esprit un petit peu futuriste, on peut imaginer un nombre de cas d'utilisation phénoménal. On peut par exemple imaginer des drones qui voleraient 24 heures sur 24 et qui iraient se ravitailler par exemple dans les stations essence quand ils en ont besoin, de manière autonome. La quatrième utilité, c'est est-ce que Bitcoin peut servir de réserve de valeur pour épargner? Alors j'ai mis 2 points d'interrogation parce qu'il y a 2 réserves. La première, on a vu qu'il y avait une énorme volatilité concernant la valeur de Bitcoin, donc c'est peut-être pas très judicieux d'épargner en Bitcoin. La deuxième réserve, c'est que finalement aujourd'hui Bitcoin est inflationniste. On a encore 7 millions de Bitcoin qui vont être créés. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Ça peut exercer une pression à la baisse sur la valeur de Bitcoin. Aujourd'hui, l'inflation annuelle de Bitcoin est environ de 6-7%, et puis ça va diminuer au fil des années. Et puis quand on compare toujours Bitcoin avec le système financier, et qu'on regarde leur modèle de confidentialité, et là il y a une différence très importante. Le système bancaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rattacher des identités à des comptes en banque et avec des transactions. Et le tout est, on va dire, plus ou moins confidentiel selon qui demande l'information. Du côté Bitcoin, c'est très différent, la notion d'identité n'existe pas. Par contre, toutes les transactions sont publiques. Et le fait que les identités n'existent pas, ça rend Bitcoin une monnaie très convoitée par, on va dire, les personnes qui s'engagent dans des activités illicites. Et donc ça m'amène au slide suivant. Est-ce que Bitcoin est légal? Aujourd'hui, la BCE dit que Bitcoin est dépourvu de statut légal et de cadre réglementaire, donc il est allégal. La Fed dit à peu près la même chose, elle n'a pas l'autorité pour superviser ou réguler Bitcoin. Donc les régulateurs vont devoir définir un cadre. Et ça ne va pas être facile pour eux, ils doivent déjà comprendre ce que c'est, et puis ils vont aussi devoir comprendre où est-ce que ça va. Malgré tout, Bitcoin est interdit dans un certain nombre de pays,
Et on peut corréler les pays qui sont ici avec leur inflation. Et c'est intéressant de voir que Bitcoin menace les pays qui sont victimes d'inflation, enfin, menace les gouvernements des pays qui sont victimes d'inflation. Je vous ai mis le lien vers la liste exhaustive de tous les pays qui acceptent et puis qui interdisent Bitcoin. Interdire Bitcoin, dans la pratique, c'est assez compliqué parce que c'est particulièrement résistant à la censure. Donc ils ont interdit Bitcoin, mais dans la pratique, n'importe qui souhaiterait pourrait l'utiliser. Alors si j'ai des bitcoins, qu'est-ce que je peux acheter avec? Puis on a un certain nombre d'entreprises, principalement depuis 2014, qui ont commencé à accepter Bitcoin. Pour information, Rakuten, c'est le premier marchand online japonais. On peut aussi faire des dons. Donc il y a un certain nombre de fondations qui acceptent les dons. La première, c'est Wikileaks. La première qui a accepté les dons, c'est Wikileaks. Et c'est intéressant parce que c'était à un moment où il était asphyxié financièrement par PayPal, Visa et puis Mastercard sous la pression du gouvernement américain. Puis on peut aussi faire des dons à n'importe qui sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Twitter, rien qu'en écrivant un commentaire sur une vidéo ou un tweet. Ça, c'est assez rigolo. Donc j'en ai terminé avec la première partie, puis donc maintenant on va faire un tout petit peu de cryptographie pour pouvoir comprendre le protocole. J'aurai pas le temps de parler des changements, mais si ça vous intéresse, on peut en discuter lors des questions-réponses. J'ai un slide là-dessus. La première notion de cryptographie que je vais définir, c'est la notion de fonction de hachage. Alors c'est des fonctions qui sont assez fascinantes. On peut leur donner en entrée n'importe quoi de n'importe quelle taille, et elles vont produire en sortie ce qu'on appelle une empreinte qui aura toujours une taille fixe. Ces fonctions sont faciles à calculer, elles sont unidirectionnelles, ça c'est très important. C'est-à-dire que si je vous demande à qui dans la salle appartient cette empreinte-là, bah, vous ne pourrez pas dire « Ah oui, alors en regardant l'empreinte, je pense que ça appartient à Didier, par exemple. » Et puis elles sont sans collision, ça veut dire qu'ici, personne n'aura la même empreinte. Un petit exemple pratique, si on utilise la fonction de hachage qui s'appelle SHA-256, qui est massivement utilisée dans toute la cryptographie, et puis notamment dans Bitcoin, qui donne une empreinte sur 256 bits, donc là que j'ai mis en format hexadécimal. Puis si on calcule l'empreinte de Hello TechLunch, ça donne ce nombre-là, puis si on modifie juste et qu'on supprime l'apostrophe, ça donne une empreinte complètement différente. Dans la pratique, on utilise des fonctions de hachage pour stocker les mots de passe sur les serveurs. Alors la deuxième notion, c'est la preuve de travail. C'est une mesure sécuritaire et économique qui vise à dissuader les abus. Ça consiste à trouver une solution à un problème qui nécessite une certaine puissance de calcul, et cette solution, elle est facilement vérifiable. Quel est ce problème?
Ce problème, ça consiste à trouver un nombre dont l'empreinte est inférieure à une cible. Donc la cible, c'est le membre de droite. Et puis plus on va réduire la cible, et puis plus ça va être difficile de trouver un nombre dont l'empreinte est plus petit que cette cible. On peut aussi imposer que la solution ait un format particulier, par exemple qu'elle débute par un timestamp, donc par une valeur dynamique. Dans la pratique, on utilise la preuve de travail pour lutter contre les spams et les attaques par déni de service. Et puis la dernière notion que je vais vous présenter, c'est la signature numérique. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez à peu près ce que c'est. On va partir depuis une clé privée, qui est un nombre qu'on va générer de manière aléatoire sur 256 bits dans le cadre de Bitcoin. L'ensemble des clés privées qu'on peut générer est un ensemble absolument immense. À titre de comparaison, le nombre d'atomes sur Terre est infiniment petit par rapport au nombre de clés privées qu'on peut générer. Donc la probabilité pour que deux personnes génèrent la même clé privée, c'est 0. Une fois qu'on a généré cette clé privée, on va lui appliquer 3 fonctions mathématiques qui sont toutes unidirectionnelles et puis qui sont toutes construites de manière différente. La première utilise la branche des mathématiques de la courbe elliptique, et puis les deux suivantes sont des fonctions de hachage. Et puis donc le résultat, ça va donner une adresse publique, et puis je vous ai mis l'exemple d'une adresse publique Bitcoin. Il y a une propriété très intéressante qui lie l'adresse publique avec la clé publique avec la clé privée, c'est qu'on va pouvoir signer et vérifier des messages. Donc pour signer un message, on va encrypter l'empreinte du message avec sa clé privée, et puis ça va constituer la signature, et puis on va présenter le message avec la signature. Pour vérifier le message, que le message est authentique, on va décrypter la signature avec la clé publique, et on va ensuite comparer cette valeur avec l'empreinte du message. Donc on peut vérifier des messages, que des messages ont été émis par des propriétaires de clés privées sans connaître la clé privée. Un exemple que vous connaissez sans doute tous, c'est la Swiss ID, mais toutes les signatures digitales utilisent ce schéma-là. Et puis ça m'amène à définir la transaction Bitcoin. Alors c'est un slide qui est simplifié, la réalité elle est un petit peu plus complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une transaction Bitcoin, finalement c'est juste un message un message qui va en fait contenir l'adresse publique émettrice, l'adresse publique du bénéficiaire, le montant qu'on souhaite transférer, et ce message va être signé avec la clé privée de la personne qui veut dépenser. Au passage, Bitcoin, il est divisible jusqu'à 10 puissance moins 8. Donc on peut transférer 0,000000001 Bitcoin. Tu fais quelle valeur aujourd'hui? 0. Alors on va définir maintenant les différents acteurs du réseau. Le premier acteur, c'est les portefeuilles. Les portefeuilles jouent un rôle important parce que c'est eux qui vont générer les clés privées
et c'est eux qui vont les protéger. Donc, choisir son portefeuille, c'est un choix qui est très important. On a différents types de portefeuilles. Je vous ai mis un lien que je trouve, vers un site que je trouve très très bien fait, qui détaille les différents portefeuilles qui existent et puis les différentes sécurités qu'ils ont. Tous les portefeuilles n'ont pas la même sécurité. Aujourd'hui, les portefeuilles matériels, donc hardware, comme ça, sont considérés comme les plus sûrs. Et puis les portefeuilles web sont considérés comme les moins sûrs. Les portefeuilles ont aussi un deuxième rôle, c'est de générer les transactions qu'on souhaite faire et de les pousser vers le réseau. Alors, on va faire un petit exemple pratique. On va générer on va créer un portefeuille et puis on va lui envoyer quelques miettes de Bitcoin. Alors, pour ça, je vais aller sur un site qui s'appelle Roche Wallet. Donc, c'est un portefeuille web, donc qui n'est pas forcément très très sécurisé, mais qui a l'avantage d'être très simple. J'arrive sur le site et puis il me demande en gros de gigoter le pointeur de ma souris. Alors je bouge, et puis en fait on peut voir que l'URL est en train de se compléter. Et ce qui est marrant avec ce portefeuille, c'est que la clé privée va en fait constituer l'URL. Voilà, j'ai créé mon portefeuille en l'espace de 2 secondes et je me suis identifié nulle part. Donc, la clé privée, elle est dans l'URL et puis ici, on voit l'adresse publique avec le QR code. Et puis maintenant, je vais prendre ma tablette sur laquelle j'ai quelques miettes de Bitcoin. Donc ça, c'est une application qui s'appelle Bread Wallet, qui est considérée comme assez sécurisée. Et puis en fait, il y a juste 2 écrans, c'est très simple. Un écran pour dépenser, et puis un écran pour recevoir. Donc là, on va dépenser, donc je vais juste scanner le QR code. Donc ensuite, il me demande combien de Bitcoin est-ce que je souhaite envoyer. Donc on va envoyer par exemple 2 francs. Et puis ensuite, il me demande mon mot de passe. Et puis donc, c'est parti. Et puis on peut voir qu'on a reçu sur ce portefeuille-là environ 2 $. Alors, le deuxième acteur que je vais présenter, c'est les nœuds. Les nœuds, ils jouent un rôle vraiment très très important. C'est la colonne vertébrale du réseau. Donc, c'est eux qui vont recevoir les nouvelles transactions qui sont émises par les portefeuilles et puis ils vont les vérifier et les partager en mode peer-to-peer avec les autres nœuds du réseau. Ces nœuds, ils vont aussi partager les nouvelles transactions à un troisième acteur qu'on appelle les mineurs Bitcoin, qui eux remplissent un rôle très particulier. Mais avant de définir leur rôle, je dois vous parler d'un problème qu'on rencontre dans les monnaies décentralisées. Je suis mineur, comment est-ce que je fais pour obtenir la récompense ? En fait, le mineur va constituer un bloc des nouvelles
transaction qu'il a reçue. Il va essayer de fournir une preuve de travail relative à ce bloc-là. Les mineurs sont en compétition les uns avec les autres et font la course pour produire les preuves de travail. Donc là, je suis mineur, j'ai constitué mon bloc de transaction. Là, je vais inclure l'empreinte du dernier bloc qui a été vu par le réseau. Et en fait, de cette manière-là, on va en fait enchaîner les blocs les uns sur les autres. Et puis, je vais calculer l'empreinte du bloc complet en faisant varier ce numéro. Et puis, une fois que j'ai trouvé une empreinte qui est inférieure à la cible qui est définie par le protocole, le bloc va être accepté par le réseau. La cible donc, représente la difficulté de la preuve de travail et elle est réajustée tous les 15 jours de telle manière à ce que les nouveaux blocs soient en moyenne produits toutes les 10 minutes. Et puis j'aimerais juste revenir sur cette empreinte que les mineurs insèrent dans l'entête des blocs, qui correspond à l'empreinte du dernier bloc vu par le réseau, parce que c'est vraiment important. Si par exemple je suis un acteur maléfique et que je souhaitais modifier un bloc précédent qui a été confirmé, en par exemple retirant une transaction, et comme par hasard cette transaction serait liée à moi qui achèterais je ne sais pas quoi. Si je modifie ce bloc, je vais forcément donc modifier l'empreinte. Et donc je vais invalider la preuve de travail qui a été trouvée. Donc en modifiant des blocs précédents qui ont été confirmés, on va invalider toutes les preuves de travail qui ont été trouvées. Donc le réseau va voir immédiatement que ça a été falsifié et il va ignorer le changement. Il n'y a pas de notion de punition ou de sanction. On va juste ignorer la falsification qui a eu lieu. Alors, on pourrait, en théorie, falsifier effectivement des blocs qui ont été confirmés. Et donc, pour ça, il faudrait recalculer toutes les preuves de travail qui ont été générées par le réseau. Et ça, ça nécessiterait un travail considérable. À titre d'exemple, si Google pointait tous ses serveurs sur Bitcoin, sa puissance de calcul serait inférieure à 1% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin. Une fois qu'un bloc est trouvé par un mineur, il est tout de suite transféré vers le réseau pour que les autres mineurs le prennent en compte et puis donc travaillent à partir de ce bloc-là. Les nœuds ensuite font une ultime vérification, ils vérifient le contenu du bloc, ils vérifient que les mineurs se sont bien accordés 25 bitcoins aujourd'hui et pas 3 milliards. Et puis, donc, ils vont aussi vérifier le contenu du bloc, les transactions, et puis ils vont vérifier que la preuve de travail est juste. Donc, ils vont calculer l'empreinte du bloc, et puis ils vont vérifier qu'elle est inférieure à la cible. Ils vont ensuite mettre à jour leur chaîne de blocs, et c'est ça qui va constituer le registre public de toutes les transactions qui ont eu lieu depuis janvier 2009. Alors, juste pour information, si vous souhaitez voir un peu à quoi ressemble un registre, il y a un certain nombre de sites qui proposent de pouvoir faire des recherches dans un registre. C'est plus intuitif que des valeurs brutes. Pour conclure,
J'insisterai bien sur le fait que Bitcoin, c'est une monnaie qui est encore immature. On peut dire que c'est un projet qui est même expérimental. Malgré tout, on a beaucoup d'innovations. Quand on regarde le Bitcoin de 2009 et puis celui d'aujourd'hui, on s'est vraiment amélioré sur vraiment beaucoup de plans, sur la sécurité des portefeuilles, sur tout un tas de choses. J'ai terminé ma présentation et puis si vous souhaitez poser des questions, avec plaisir. Des questions? Qui aimait les bitcoins au départ? Alors, la question c'est qui aimait les bitcoins au départ? Donc, le premier bloc, il a été de toute évidence généré par Satoshi Nakamoto. Et puis, tous les blocs suivants, donc toutes les 10 minutes, ils sont créés par les bitcoins, enfin par les mineurs, pardon. Et en fait, donc, dans chaque bloc, tu as une transaction spéciale qui correspond à la création monétaire qui va être offert au mineur qui a trouvé le bloc. J'ai répondu à ta question ou... Et alors, comment est-ce que nous, qui on peut acheter des bitcoins finalement, c'est dire? Alors, comment est-ce qu'on peut acheter des bitcoins? Oui, on peut l'acheter en fait à tous ceux qui en vendent. Donc il y a des bourses d'échange. Il y a aussi des sites qui permettent l'achat et la vente de bitcoin entre particuliers. C'est pas évident, faut généralement s'identifier. Le processus est pas très simple, mais c'est comme ça qu'on fait pour acheter des bitcoins. Ouais. Et puis on peut aussi miner soi-même. Donc là, on va pas acheter des bitcoins, mais on va plutôt acheter de l'infrastructure pour pouvoir avoir une puissance de calcul importante, puis on va recevoir des bitcoins comme ça. N'importe qui peut entrer dans le réseau et peut sortir du réseau à n'importe quel moment. Oui. Pourquoi la limite à 21 millions? Et deuxième question, comment peut-on faire confiance à une monnaie volatile? Alors, la première question, c'est pourquoi la limite à 21 millions? C'est une bonne question en fait. Je n'ai pas forcément la réponse. Il fallait bien, je pense, trouver une valeur. Je pense qu'elle est assez arbitraire. Certains disent que c'est pour faire une comparaison avec l'or. L'or, si tu prends la masse totale d'or et que tu la mets dans un cube, le cube aura une arête de 21 mètres. Et puis, alors, ta seconde question, comment peut-on faire confiance à une monnaie volatile? Très clairement, on ne peut pas faire confiance. Et puis, il n'y a aucune raison de faire confiance à une monnaie qui fluctue énormément. Donc, je pense que c'est... Alors, oui, alors ça, je pense que c'est très clairement un obstacle à son utilisation, mais c'est lié aussi à sa taille. On a vu que Bitcoin, c'est une capitalisation boursière minuscule comparée à l'or, même au franc suisse. Donc, tant qu'il aura une taille minuscule, on aura toujours des acteurs extérieurs qui pourront influencer le prix très facilement, en fait. Il y a quand même un point qui est important là-dedans, c'est que la volatilité, elle est relative aux autres monnaies. La volatilité du Bitcoin par rapport au Bitcoin, elle est de zéro. C'est-à-dire que tant qu'on achète et qu'on vend au Bitcoin, on n'a pas de volatilité.
Oui, c'est juste. Seulement quand on veut changer en euros ou inversement, que là on risque d'avoir des problèmes. Tout à fait, oui. Mais actuellement, la plupart des transactions que tu fais par jour, c'est bien en francs. Donc, malgré tout, ben, tu vas ressentir dans ta vie de tous les jours cette volatilité-là. Ça sera pas la finance en guillemets. Oui, oui, exactement. David. C'est une question, peut-être, j'ai pas compris tout le système, mais donc on paye dans la monnaie locale, et puis eux, ils font une traduction de cette monnaie locale en Bitcoin, c'est ça? Par rapport à une valeur de marché, une valeur boursière. Alors, donc ça, c'est dans le cas où on voudrait acheter des bitcoins. Alors, si tu veux acheter, par exemple, Dell, Microsoft, Ah oui, d'accord. Alors, leurs produits sont en dollars, et puis on achète en Bitcoin, ou bien il faut la traduction par rapport à une valeur boursière, ou bien on achète en une valeur Bitcoin. donc actuellement, quand tu achètes chez Microsoft ou chez Dell, tu vas acheter en bitcoin. Et puis eux, derrière, ils vont immédiatement convertir les bitcoins qu'ils ont reçus dans leur monnaie locale. Et en fait, la raison pour laquelle ils font ça, c'est juste pour se protéger contre la volatilité. Mais ils pourraient très bien conserver les bitcoins qu'ils ont reçus. Oui. J'ai encore deux questions. Donc, la première, c'est si l'utilisation du Bitcoin devait devenir plus large, n'y aurait-il pas un risque de la fiscalité? Donc, la question, c'est si l'utilisation des bitcoins devait devenir plus large, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque pour la fiscalité? Alors, je vais juste répondre déjà à cette question-là. C'est vrai que le bitcoin, il est assez confidentiel, donc n'importe qui peut recevoir des bitcoins de manière confidentielle. Donc, je pense qu'il reste des modèles à trouver pour inclure la fiscalité au niveau des bitcoins, mais c'est une bonne remarque. Et la dernière, donc, qui est un peu là, dans le niveau, c'est l'implication ou l'utilisation du Bitcoin par le crime organisé. Alors oui, concernant l'utilisation des bitcoins par le crime organisé, actuellement, on sait qu'il est utilisé pour le trafic de drogue. Et notamment, on a su ça il y a quelques années avec le procès Silk Road, où ils ont retrouvé sur les serveurs de ce site qui mettaient en relation des acheteurs et des vendeurs de drogue, ils ont retrouvé des quantités absolument astronomiques de bitcoin. Donc oui, ça c'est une réalité. Après, la monnaie, mais ça c'est une opinion qui est personnelle, elle doit rester neutre. La neutralité doit rester dans sa propriété. Enfin, doit être une propriété de la monnaie. Mais oui, actuellement, alors il y a aussi, je pense, quelqu'un qui a été victime de hacking, et puis il a dû verser une rançon en Bitcoin, donc ça c'est aussi une réalité. Je sais qu'il y en a un dans cette salle. Après, on pourrait aussi imaginer que Bitcoin soit utilisé pour le financement du terrorisme, pour tout un tas de choses. Ça, il n'est pas question de le nier ici. Oui. Vous venez de dire que tout compte fait, ils ont retrouvé des quantités astronomiques de Bitcoin. Mais tout compte fait, ici, il n'y en a pas plus de 21 millions. Comment ils ont fait? C'est quoi ces quantités astronomiques? Alors, je crois que c'était quelques dizaines de milliers de Bitcoin. Donc, la question, c'est, j'ai dit qu'ils avaient retrouvé des quantités astronomiques de Bitcoin sur les serveurs de Silk Road, et puis on me demandait, mais est-ce que c'était supérieur à 21 millions? Non, c'était quelques dizaines de milliers, mais qui correspond à une valeur importante quand même.
Oui. Si j'ai bien compris, la rétribution des mineurs, elle se fait avec la génération des nouveaux bitcoins, donc la concurrence des 25 millions. C'est correct. Si oui, qu'est-ce qui va se passer pour rétribuer les mineurs une fois que la limite sera atteinte? Oui. Donc, très bonne question. On a vu, donc, la question, c'est l'émission de nouveaux bitcoins est divisée par 2 tous les 4 ans. Et puis, quand elle deviendra trop faible, comment est-ce que les mineurs vont pouvoir être récompensés? En fait, on a vu que la récompense des mineurs comportait deux parties, l'émission de nouveaux bitcoins et puis la somme des frais qui étaient rattachés par les utilisateurs. Et puis donc l'idée de ce Satoshi Nakamoto, c'était donc de réduire l'émission, mais qu'elle serait compensée par le volume des transactions qui doit augmenter pour compenser la baisse. Oui, Richard. Je veux savoir si tu pouvais perdre tes bitcoins. Par exemple, ta tablette tombe dans la piscine, si tu as perdu ton portefeuille. Ah oui. Alors c'est une très bonne question aussi. Il y a 2-3 ans, ça posait un vrai problème. Et puis donc on était obligé de faire des copies de notre portefeuille sur des supports différents. Aujourd'hui, il y a des améliorations importantes. Et puis quand tu vas créer ton portefeuille sur la tablette, la première chose qu'il te donne, c'est une succession de 12 mots. Et c'est assez magique, mais avec ces 12 mots, tu vas pouvoir reconstituer toutes les adresses privées qui ont été par ton portefeuille. Donc en fait, concrètement, les 12 mots, tu vas les noter sur une feuille, par exemple, que tu vas cacher. Et puis, si tu perds ton téléphone, tu pourras tout récupérer sur un autre téléphone. Oui. Il existe des banques Bitcoin. Genre, je crée un compte dans une banque, en Suisse, je m'ouvre un compte, je mets 10 000 balles, dans un an, je mets 20 000 balles. Je dis conneries, mais voilà, ce genre de choses, ça existe. Alors, la question c'est est-ce qu'il existe des banques dans lesquelles on peut utiliser Bitcoin, hein, dans lesquelles on peut utiliser Bitcoin, on oui. peut investir en Bitcoin dans une banque et puis avoir des oui. sur l'investissement. Alors, les banques elles sont assez frileuses d'utiliser Bitcoin, de s'impliquer. Il y a des banques virtuelles en ligne, quelque chose comme ça. Alors, pour être une banque, tu as besoin d'avoir une licence bancaire, donc une banque physique ou une banque virtuelle, tu dois respecter les mêmes règles. Et elles sont assez frileuses parce que, on l'a vu, la réglementation n'est pas claire concernant le Bitcoin. Donc, pour répondre à ta question, mais c'est une bonne question parce que c'est en train d'évoluer. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y en a pas. Aux États-Unis, il y en a plusieurs même qui sont en train d'être créées. Donc, c'est des banques qui ont reçu une licence bancaire et dans lesquelles on peut utiliser Bitcoin. C'est dans lesquelles on peut utiliser Bitcoin ou c'est uniquement Bitcoin? Non, c'est dans lesquelles on peut utiliser Bitcoin. Donc tu vas avoir des dollars et puis tu vas avoir aussi des Bitcoins à côté. Oui. Dans le même domaine que les banques, est-ce que le système de banque de Bitcoin ambitionne de se comporter comme le système bancaire, c'est-à-dire prévoir de faire des prêts dans le monde? Oui. Alors, Bitcoin, il appartient à personne. Donc, il n'y a pas en fait d'entité centrale qui va dire ah ben, maintenant j'aimerais que Bitcoin devienne ça. Donc en fait, Bitcoin c'est maintenu par des milliers de développeurs qui utilisent GitHub et puis qui vont proposer des
améliorations. Malgré tout, on a la Bitcoin Foundation qui va packager les propositions, mais les nouvelles versions qu'elle va proposer, c'est des versions qui doivent être consensuelles. Bon, ça devient un petit peu technique, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a Bitcoin va aller dans la direction que le réseau va décider. Actuellement, on ne se dirige pas vers un modèle similaire au système bancaire, non, a priori. Oui, Jean-Éric. S'il n'y a que 21 millions de bitcoins au max, est-ce que le système peut grandir plastique pour absorber les transactions mondiales? Alors, la question de Jean-Éric, c'est si on a juste 21 millions de bitcoins, est-ce que le système peut changer d'échelle pour accepter toutes les transactions mondiales? Donc, le protocole actuellement, il permet une divisibilité de 10 puissance moins 8. Donc, on peut transférer 0,00000001 bitcoin. Maintenant, ça devient une très très bonne question quand on s'intéresse au nombre de transactions. Est-ce que le réseau peut supporter une augmentation infinie du nombre de transactions? Et la réponse est oui, mais. Et il y a un mais qui est important, c'est que s'il augmente trop vite, il va perdre un peu sa propriété d'être décentralisé. Donc on va avoir des petits nœuds qui ne vont pas pouvoir supporter le nombre d'échanges, et puis donc ça va devenir plus centralisé, et plus il est centralisé, et plus il va être vulnérable aux acteurs puissants comme les banques ou les gouvernements. Oui. Moi j'ai une question, justement par rapport à ce nombre de 21 millions. Quelque part, si on prend des transactions Microsoft, je vais acheter un ordinateur chez Microsoft avec mes bitcoins, quelle va être l'évolution du prix de mon ordinateur en bitcoin? Parce que tout compte fait, avec une division par 2 tous les 4 ans, quelque part, mon ordinateur, entre guillemets, en montant en bitcoin, il devrait toujours diminuer. Ou bien il va avoir un prix constant en bitcoin. Alors, le même objet, peu importe, de n'importe quoi, un objet qui aujourd'hui, si je prends l'exemple en francs, il vaut 100 francs. Je sais que dans 10 ans, il vaudra toujours 100 francs. Est-ce que mon objet en bitcoin, le même objet, qui vaudrait aujourd'hui 10 bitcoins, vaudra toujours 10 bitcoins dans 10 ans, alors que le nombre de bitcoins aura été divisé par 2 fois? Oui. Alors donc je vais juste répéter la question. Quand on achète un ordinateur et qu'on l'achète pour 2 bitcoins, comment est-ce qu'on sait que dans 10 ans ça vaudra encore 2 bitcoins, hein? Est-ce que le même ordinateur, disons, qu'on n'aurait pas évolué, disons, pour ça je dis un objet, quelque part, qui, admettons, sur une inflation 0, quelque part, l'objet il vaut 2 francs aujourd'hui, dans 5 ans ou dans 10 ans il vaudra 2 francs. Mais quelque part, avec le système des bitcoins qui, lorsqu'on arrive à 21 millions, la somme est divisée par 2, donc sur 10 ans, elle va être divisée 2 fois par 2. Donc quelque part, est-ce que... Non. Je crois que ce qu'il n'a pas compris, c'est que la valeur du bitcoin n'est pas divisée par 2. C'est le nombre de bitcoins créés pendant 4 ans qui est divisé par 2 tous les 4 ans. Voilà. Par exemple, pendant 4 ans, on va créer 10 000 bitcoins, les 4 ans suivants 5 000 et les 4 ans suivants 2500. C'est exactement ça. Donc c'est ce qu'on voit. Donc il augmente le nombre de bitcoins. Oui, il augmente toujours. D'accord. Mais il augmente de plus en plus lentement. Ça, c'est en fait le nombre de bitcoins qui sont en circulation. Donc on peut voir qu'il ne va jamais excéder 21 millions. Mais c'est bien le nombre de bitcoins, ce qu'on voit en bleu, qui est en circulation. Oui, mais ça ne change pas ma question, parce que tout compte fait, quelque part, comme il y aura 21 millions de bitcoins, si, admettons, on dit que toutes les entreprises utilisent du bitcoin, etc.,
automatiquement, on ne peut plus avoir une référence de dire qu'un objet aujourd'hui vaut 2 bitcoins et dans 10 ans vaudra 2 bitcoins, parce qu'il y aura tellement d'autres objets qui seront aussi valorisés en bitcoin. Oui, alors là, pour être honnête, j'ai un peu de la peine à répondre à cette question-là. J'interromps juste 2 minutes. On a passé le temps du TechCrunch. Je propose que ceux qui veulent continuer sur la question se rapprochent de Jérôme et que vous continuiez entre vous. Comme ça, ça nous laisse le temps de ranger la table. Il nous reste à peu près 10 minutes pour remettre les 3 tables en ordre. Je voulais donner un coup de main. Merci Jérôme.